D'abord, pour commencer, j'aimerais souligner que les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui n'ont jamais été cédées, font partie du territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens entre le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. Cet événement s'organise dans le cadre de la Semaine d'action contre le racisme, en collaboration avec les partenaires de l'initiative qui nous ont fait confiance lors de la phase du montage et la réalisation du projet, qu'on voit aujourd'hui enfin le lancement officiel de cette initiative. Donc, je tenais quand même à les remercier. Et je cite le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, le CRIDAC de l'UQAM, l'Observatoire sur le racisme, les discriminations et les inégalités, l'ORDI, le Centre des travailleurs immigrants, le Centre Justice et Foi, la Fédération des femmes du Québec et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Et particulièrement dans cette conférence, aujourd'hui aussi, on collabore avec l'IRIS, l'Institut de recherche d'information socio-économique, qu'on souhaite vraiment travailler encore plus sur ce projet. Par la même occasion, je tiens à souligner le soutien du Patrimoine Canada qui nous a permis de mettre en place cette initiative de l'Observatoire québécois des inégalités raciales parmi 85 autres projets financés dans le cadre de son nouveau programme d'action et de lutte contre le racisme. Alternative, comme certains peut-être la connaissent, c'est une organisation de solidarité internationale créée depuis 1994 qui œuvre pour la justice sociale et les droits socio-économiques, politiques, civils, culturels et environnementaux au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, nous soutenons dans notre mission l'action citoyenne et la contribution autonome des mouvements populaires et sociaux dans la construction des sociétés durables. Donc, dans le contexte particulier qu'on vit, surtout ces dernières années, devant la montée de l'intolérance, de la droite identitaire, de la xénophobie et de l'islamophobie, nous avons toujours cherché à manifester notre solidarité envers les victimes de racisme, de violence et de discrimination, et à nous situer en tant qu'alliés des luttes et des revendications menées par les personnes concernées, telles que racisées et peuples autochtones, pour la défense de leurs droits. C'est dans cet esprit que le projet d'un premier observatoire des inégalités raciales au Québec a été pensé comme une première étape concrète, comme une étape concrète pour Alternative afin de s'attaquer au problème du racisme systémique. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce panel, on aura l'occasion de mieux comprendre cette initiative avec nos invités. Il va y avoir 2 parties de présentation dans notre conférence. Une première partie avec Victor Harmony du CRIDAC l'UQAM et Viseo Adjiwanu de l'UQAM aussi, qui vont nous faire une petite présentation avec une mise en contexte de la problématique de base de l'observatoire, avec une brève description de ce qu'on compte faire comme activité et aussi la méthodologie de la recherche qu'on aussi compte adopter pour le projet de recherche. Et une deuxième partie qui sera avec nos invités de l'IRIS, Guillaume Hébert et Wissem Mansour, qui vont nous partager un peu sur les principaux enjeux qui affectent l'employabilité pour les personnes racisées, selon les recherches réalisées, et aussi une présentation sur l'IRIS en tant qu'institution de recherche au Québec et le rôle d'un think tank dans les enjeux sociaux et les leçons à tirer pour une initiative comme l'Observatoire. Donc, à la fin de ces 2 présentations, il va y avoir une période de questions de 15 minutes. Donc, j'invite vraiment les participants et participantes à cette conférence de partager les questions, soit dans la partie chat ou dans le live directement de la page de Alternative. Nous allons collecter tout ça et poser ça à la dernière partie. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager dans vos réseaux pour être et s'abonner à la page pour suivre aussi la suite de
de nos conférences. Donc voilà, je laisserai maintenant la parole à nos chers invités et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle conférence. Et merci d'être là. Donc, je laisserai Victor et Viceo pour la première partie de présentation. Merci. Merci Safa, merci Alternative, non seulement de l'initiative générale de ce projet, mais aussi d'avoir organisé cette activité. Je suis très content d'être là avec mon collègue Viceo du département de sociologie de l'UQAM, justement pour vous parler assez brièvement de ce qu'on compte faire en termes d'études, de recherche dont les résultats, les données vont nourrir justement les activités futures de cet observatoire que l'on met sur pied. Alors, je vais commencer le partage de l'écran. On va vous parler, Vicieux et moi, de ce projet, de sa méthodologie, mais en commençant aussi, je vais vous présenter les membres donc, de ce projet. On a assemblé un groupe de jeunes chercheurs autour de nous, donc qui vont nous accompagner dans le processus de collecte, de traitement et de diffusion des données. Pour commencer, le titre formel que l'on a donné donc à ce projet, comme le rappelait SAFA, financé par le ministère du patrimoine canadien. Donc, le titre, un observatoire pour réduire les inégalités raciales et la discrimination en employabilité au sein des groupes racisés du Québec. Donc, on mettra l'accent sur ce volet, l'accès à l'emploi au Québec pour les personnes issues de l'immigration et surtout celles qui appartiennent à des groupes racisés. Les chercheurs qui s'associent à cette démarche avec Alternative et les autres partenaires de la société civile. Moi-même, je suis professeur au département de sociologie, spécialisé surtout dans le domaine des études migratoires et ethniques et mes travaux ont porté en grande partie sur les communautés d'origine latino-américaine établies ici à Montréal et au Québec. Mon collègue qui peut-être va se présenter lui-même, Vicea, tu vas dire quelques mots sur ta trajectoire. Mais qui est mon collègue et ensemble, nous avons constitué une équipe de recherche avec Chemin Joriot, une diplômée du doctorat en sociologie de l'UQAM, spécialiste dans le domaine de l'immigration, et trois étudiants, Alexandre Lamont, Éric Koba et Evans Mensa-Ouvour, aussi au département de sociologie de l'UQAM, qui vont donc mener avec nous ces études dont Vicio va vous parler tout à l'heure. Alors, moi, mon rôle ce matin, c'est tout simplement de vous donner le contexte. Donc, l'on a établi pour lancer le processus de recherche. Donc, vous le voyez, ce projet est né du constat de la persistance des inégalités raciales dans différents milieux et secteurs de la vie institutionnelle et économique au Québec. On sait bien qu'il existe un débat, mais qu'il existe aussi un déni de cette réalité à l'échelle parfois même des plus hauts niveaux du gouvernement québécois, mais aussi l'opinion publique sera, si vous voulez, notre cible dans le sens d'apporter de façon pédagogique, de façon claire, mais probante aussi, justement, l'existence d'un phénomène qui est par définition invisibilisé dans le contexte des rapports de pouvoir. Donc, il va de soi que cette situation, la discrimination systémique, le racisme structurel, entrave la pleine participation des personnes racisées et issues de l'immigration. Et si l'on parle donc d'intégration socio-économique d'abord, effectivement,
ces enjeux sont absolument cruciaux. Donc, devant ce constat, il est venu donc cette idée d'abord mobiliser, j'insiste sur ce point, par alternative, et Safa étant la personne qui nous a approchés et qui a réussi justement à établir ce merveilleux réseau de collaboration, donc un observatoire pour veiller et suivre donc l'évolution des enjeux sous-jacents au phénomène de la discrimination, du racisme systémique, et au fin du premier financement que l'on a obtenu, qui sera certainement pas le dernier, mais puisque il faut soumettre une demande à un organisme, dans ce cas-ci le ministère fédéral nommé Patrimoine canadien, il fallait cibler donc un domaine, et l'on a choisi justement le champ du travail, parce qu'évidemment il s'agit d'une dimension absolument clé dans le processus d'intégration, et aussi un domaine de la société dans lequel on trouve effectivement des barrières relativement ou assez considérables. Donc, quelle est la mission de cet observatoire nouvellement créé? Ben, justement, proposer un éclairage. On ne dit pas que ça n'existe pas ailleurs. Il y a plein d'organismes, d'institutions, de centres de recherche qui, depuis assez longtemps, produisent des analyses, proposent aussi des pistes de solutions, mais aussi dénoncent, font de la pression sur nos élus pour que effectivement cette réalité soit reconnue. Mais nous avions constaté effectivement qu'il y avait tout de même de la place pour cette initiative, c'est-à-dire un espace dans lequel une collaboration véritable, une coopération entre des acteurs de la société civile, des institutions académiques, mettent ensemble leurs connaissances, leurs ressources, leurs perspectives, justement, pour porter certaines conclusions et recommandations à l'avant-plan du débat public. Donc, il est clair que là, nous voyons une chaîne, si vous voulez, qui nous amène de la recherche euh, de concrète de terrain, au niveau qualitatif et quantitatif. On le verra quand Avicia va nous parler des études qu'on envisage. Mais on veut donc que cette chaîne nous amène donc de ces constats sociologiques vers une véritable participation dans la délibération euh, sur la scène nationale. Et cela, évidemment, requiert la création d'outils pédagogiques. On veut vulgariser, on veut rendre accessible donc parfois des données qui existent déjà, mais qui sont peut-être difficiles à obtenir, ou dont la lecture s'avère ardue pour ceux et celles qui ne sont pas dans le milieu de la recherche de l'université. Alors effectivement, nous voulons, en collaboration avec les organismes partenaires et nos réseaux et leurs réseaux, justement, nous visons à sensibiliser d'emblée, bien sûr, le secteur même de l'emploi, donc les employeurs, les communautés elles-mêmes, en parler aussi d'un savoir-faire qui existe, qui se développe, qui s'établit au niveau de la capacité d'agir, des personnes qui ne sont pas que des victimes, mais qui sont aussi donc des hommes et des femmes qui déploient des stratégies justement devant les obstacles systémiques de discrimination, de racisme. Et bref, ensemble, nous visons à contribuer à dévoiler donc ces mécanismes, comme je disais tout à l'heure, qui se dissimulent parfois derrière un discours de neutralité, alors qu'on sait bien justement que certaines normes, certaines pratiques sont traversées par des inégalités qui leur sont inhérentes. Voilà, donc cela pour le contexte général de ce qu'on va développer au niveau recherche. Je passe la parole, Viceo. Es-tu prêt
pour nous parler des études qu'on va mener ensemble. Alors, merci Victor. Moi, c'est Vicewa Diwani. Je suis professeur du département de sociologie de l'UQAM. J'enseigne les méthodes quantitatives. Je suis démographe de formation et donc spécialisé un peu sur les questions de santé de population en Afrique subsaharienne. Et depuis quelques temps, je m'intéresse aussi beaucoup à la diaspora d'Afrique subsaharienne ici au Canada, spécialement au Québec. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir dans le cadre de cet observatoire, de ce projet, double chapeau de méthode quantitativiste, mais également sur les questions qui touchent l'Afrique subsaharienne en particulier. Donc, comme Victor le disait, nous avons prévu 4 études dans le cadre de cet observatoire. Dans la première étude, comme il le dit aussi, il y a beaucoup d'études d'accord sur les questions de discrimination à l'emploi, d'inégalités sociales qui ont été établies depuis des années. Et donc, ce que nous allons essayer de faire ici, c'est de faire une recension de l'ensemble de ces études-là, ici au Québec, et de faire ressortir des indicateurs probants pour mettre en phase ces questions-là dans la société québécoise. D'accord, les indicateurs seront reportés principalement en considérant à la fois les groupes de population qui vivent sur le sol québécois, le groupe majoritaire, les immigrants racisés et les immigrants qui ne sont pas racisés. Et donc de voir comment est-ce que ces questions d'inégalité-là, d'employabilité sont différentes selon ces différents groupes-là. On sera amené à regarder les analyses selon le sexe et selon l'âge, mais également selon certaines caractéristiques des populations en question, des populations immigrantes, notamment de leur durée de résidence ici, de leur pays de provenance, pour apporter des informations plus détaillées. Dans la présentation de ces résultats, d'accord, d'études précédentes, nous serons aussi amenés à faire des études secondaires à partir des données de Statistique Canada principalement pour faire ressortir des informations probantes qui ne sont pas encore dans les études que nous allons regarder. D'accord? Dans ce cadre-là, il y a une étude que j'ai récemment, que je continue par faire avec une collègue du département de démographie de l'IDEM et avec d'autres collègues sur la participation des immigrants et de la population majoritaire à la société québécoise. D'accord? Donc, cette étude-là que nous sommes en train de mener actuellement révèle des choses très intéressantes. Et je crois que quand les résultats vont sortir, ça va aussi beaucoup appuyer les travaux de l'Observatoire. Et donc, ce travail préliminaire, nous pensons, doit nous permettre d'avoir une idée claire des avancées dans la recherche dans le domaine des inégalités raciales et de la discrimination en emploi, mais aussi de nous permettre de savoir un peu les boulots, les limites de ces études-là et les apports complémentaires qu'on pouvait y apporter. D'accord? Ainsi, les 3 autres études que je vais présenter tantôt, qui vont se baser sur cette première étude-là, vont nous permettre d'aller plus en profondeur sur des questions de l'employabilité spécifiquement à travers les études que nous aurons à mener. Victor. Alors, la deuxième étude, donc, va être une étude quantitative que nous comptons mener en ligne, d'accord, utiliser la force des réseaux en ligne pour pouvoir envoyer ce questionnaire, collecter les informations pour examiner spécifiquement les expériences et les perceptions des personnes en matière d'inégalité de traitement fondées sur leur identité raciale dans la recherche de l'emploi et dans les relations de l'emploi. Cette étude doit nous permettre de fournir donc les indicateurs additionnels sur les différents types de discrimination et leurs répercussions dans la vie des populations. Dans le projet initial, il est dit que nous allons faire cette collecte-là auprès de 300 individus. Il est probable que nous excédons ce nombre-là parce que le déploiement de cette méthodologie-là en ligne va nous permettre de collecter plus d'informations. L'avantage, c'est que nous avons les données du recensement, d'accord, qui vont être bientôt là, les données du recensement de 2016, qui vont nous permettre de pouvoir corriger à travers les tendances des populations que nous allons rencontrer. Donc, même si les données seront collectées en ligne, on pouvait les pondérer pour ressembler un peu l'image de la population québécoise. Étude numéro 3. Nous allons poursuivre alors l'étude quantitative à travers une étude qualitative plus approfondie. Ce que nous comptons faire spécifiquement, c'est de prendre les gens qui ont répondu à l'enquête quantitative, de voir les gens qui ont apporté des informations assez importantes et de les rassembler dans un focus group et de discussion approfondie pour comprendre la complexité, les subtilités
des discriminations dont ils sont issus. D'accord? Et donc, cette étude-là est assez importante d'aller en profondeur des choses, de déceler les microagressions et les mécanismes d'adaptation que ces gens-là mettent en place pour pouvoir faire face à cette discrimination-là. Et donc, ces trois premières études, première étude 1 sur la recension de ce qu'on sait déjà, pas une recension littérale, mais une recension des statistiques sur le sujet. L'étude 2 approfondie sur les méthodes quantitatives, suivie d'une étude qualitative, sont les approches usuelles que les chercheurs ont mises en place depuis longtemps et que nous continuons à mettre en place et à développer pour collecter l'information, l'analyser et fournir des statistiques appropriées aux dirigeants pour prendre des actions. L'étude 4 que nous comptons sur va être un peu une innovation, d'accord, de chercher à regarder dans la masse d'informations que les gens laissent en ligne, de collecter ces informations-là, de les analyser à travers des analyses quantitatives de tests et faire ressortir le vocabulaire, les discours discriminatoires qui sont véhiculés sur ces réseaux-là. Donc, nous comptons spécialement ici regarder les sites d'information francophones et anglophones qui sont basés ici au Québec, d'analyser le contenu de ces publications, mais également le contenu des commentaires librement laissés par les gens sur ces sites-là, pour faire ressortir les subtilités, encore une fois, du discours, des fois que les gens peuvent penser totalement anodins, mais qui ont un relent discriminatoire avec les gens. Et donc, aussi, peut-être de faire ressortir mieux les perceptions des gens, les discriminations que les gens ont vécues, comment est-ce qu'ils les relatent sur les sites. Et donc, d'analyser ce corpus-là va être assez intéressant et donc une innovation que nous comptons mettre en place dans le cadre de cet observatoire-là. Et donc, ces quatre études-là, nous pensons, doivent nous permettre d'avoir des informations, des statistiques plus appropriées, plus ciblées pour pouvoir atteindre, pour pouvoir d'abord nourrir l'observatoire et surtout permettre des prises de décision qui soient plus idoines aux populations discriminées, notamment racisées et immigrantes de la société québécoise. Voilà un peu ce que nous avons prévu faire. Nous continuons les discussions pour approfondir l'ensemble de ces études-là pour que ce soit assez cohérent, coordonné et apporter une contribution à cet observatoire-là. Voilà, merci beaucoup. Et on reste à la disposition pour les questions et les observations. Merci beaucoup, Victor et Viseo, pour cette précieuse présentation. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie avec Guillaume et Wissam. Donc, comme je viens de dire au début de la présentation, qu'il y aura une partie sur les principaux enjeux qui affectent l'employabilité pour les personnes racisées et une autre partie pour parler de l'IRIS en tant qu'institution de recherche au Québec et le rôle d'un think tank dans les enjeux sociaux et quelques leçons à tirer pour notre initiative comme l'Observatoire. Merci beaucoup. Je vous laisse. Bonjour, je vais commencer par régler les questions techniques, m'assurer que mon PowerPoint va fonctionner. Alors, est-ce que tout est bien fonctionnel? On voit la présentation, super, merveilleux. Donc, je lance tout ça. Donc, merci de nous avoir invités, merci Interactive et merci à tous les autres qui sont là. Je pense que ma présentation va être complémentaire à celle que viennent de faire Victor et Viseo. Et donc, on va vous présenter trois choses dans notre présentation, Wissam et moi. Donc, d'abord, le rôle d'un think tank au Québec. Je pense que c'est particulièrement intéressant de revenir sur le rôle de l'IRIS pour comprendre à quel point il y a quelque chose qui doit être fait sous cet angle-là pour le mouvement antiraciste désormais. Donc, ce qui amène là, dans le point 2 aussi l'importance de la recherche pour un mouvement social émancipateur. Et ensuite, on va l'appliquer dans un cas, parce que l'IRIS, on a fait un peu de travail quand même, peu à côté de d'autres enjeux, mais on a travaillé un peu la question de la discrimination ou du racisme. Et donc, Wissam va ensuite vous présenter ce bout-là, quelques données qu'on a, qui nous donnent un échantillon de ce qu'on compte, ce qu'on vise à avoir beaucoup plus, espérons-le, avec un observatoire qui fait un travail à temps plein sur ces enjeux. Donc, l'IRIS en deux mots, qu'est-ce qu'on est? On est un institut de recherche indépendant, on a été fondé en 2000 et on contribue au débat public. Là, on ne connaît
particulièrement sur les questions d'économie, finances publiques, mais aussi éducation, santé et beaucoup d'autres. On est généraliste, on touche un peu à tout. Ce avec quoi on démarque, c'est un cadre d'analyse beaucoup plus progressiste. Je commence des fois à utiliser le terme socialiste parce que les progressistes n'aiment pas nécessairement le terme. Les environnementalistes, notamment, sont le progrès, des fois, c'est pas le thème le plus populaire. Donc, c'est toujours le problème des étiquettes. Certains s'entendraient à dire un think tank de gauche, si on veut faire simple. Mais gauche a d'autres problèmes comme étiquette. Quoi qu'il en soit, les risques qu'il faut comprendre, c'est que c'est un think tank que se sont donnés les mouvements sociaux au Québec. Donc, ça va être transversal dans ma présentation. C'est un think tank que se sont donnés les mouvements sociaux au Québec parce que il y avait d'autres think tanks qui avaient tout l'espace avant la création de l'IRIS. C'était des think tanks tous financés par le monde des affaires, tous porteurs d'une idéologie néolibérale, hein, qu'on nomme des fois hyper-capitaliste, des fois libertarienne, chose certaine, hostile à toute notion de justice sociale, d'intérêt collectif, ni même des fois la société dans leur cas. Donc, quand l'IRIS est arrivé dans le portrait, c'était vraiment un consensus chez les mouvements sociaux qu'il fallait occuper le terrain pour donner la réplique à cette autre pensée qui occupait complètement l'espace. Autre bémol important pour bien comprendre l'IRIS, c'est que l'IRIS, bon, ça m'amène à parler des différentes missions. L'IRIS, on fait de la recherche, bien sûr, on est issu de recherche, c'est la majorité de notre travail, on est d'accord. Mais on fait beaucoup d'interventions médiatiques aussi. À partir de notre recherche, ou des fois, en reprenant et en vulgarisant des choses importantes, pertinentes qui circulent dans le monde universitaire et le monde académique. Hein, ça aussi, c'est une des raisons d'être de l'IRIS. Donc, en ce sens, l'IRIS est le think tank que se sont donnés les mouvements sociaux au Québec, mais c'est aussi un institut de recherche qui est complémentaire à beaucoup de travail qui se fait dans la sphère universitaire. Parce que la sphère universitaire, c'est pas son objectif, c'est pas son. Ultimement, on souhaite que ce qui est produit dans l'université, évidemment, percole dans les débats de société, mais c'est pas sa mission première. Hein. Puis il y a un niveau de débat scientifique qui rend la chose beaucoup plus difficile à vulgariser. Nous, on arrive un peu entre les deux. On essaie de faire une espèce de zone tampon où on met en forme du contenu super pertinent, important pour qu'il se rende dans le débat de société, pour que ce soit pas seulement occupé par des idées, disons, alignées sur d'autres intérêts, disons-le comme ça. Donc, 4 missions pour l'IRIS, la recherche des interventions médias. On est toujours prêt à envoyer des chercheurs dans les médias et on a toujours un cadre d'analyse progressiste. Ah, c'est celui-là qu'on amène, qu'on met de l'avant. Bien que sur certains domaines, franchement, sur certains enjeux, on est devenu spécialisé aussi. Des fois, ça arrive comme ça, il y a des créneaux qui sont ouverts, qui sont préoccupés. Sur des questions de fiscalité à gauche, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. On n'avait pas spécialement prévu d'être ça, l'IRIS, mais finalement, comme il y avait très peu de gens chez le progressiste s'intéressaient à ces questions-là, on occupait beaucoup d'espace. Réseau d'information de diffusion, c'est ça qui est le fun, c'est avec le temps, l'IRIS, avec ses très nombreux membres et ses très nombreux partenaires, même si une recherche ne connaît pas de succès dans les médias, ça arrive, il y a des recherches qui n'intéressent pas tous les médias, les grands médias. Notre réseau de partenaires et de membres individuels, par le matériel qu'on leur envoie, les résumés, le bulletin qu'on envoie à notre membre qui résume nos études, va faire en sorte que nos idées vont tout de même circuler avant ce réseau qu'on construit depuis 20 ans, qui est quand même assez important. Et donc, ça finit par contribuer à construire une pensée de gauche, à aiguiser le sens critique sur certains enjeux, des fois, qu'on nous présente comme plus simples que ce qu'ils sont. D'ailleurs, on a le budget du Québec demain qui va être présenté. C'est un bon exemple de lieu où l'IRIS, année après année, s'est habitué à être toujours présent pour présenter une lecture progressiste de ce qui se passe là-bas. Parce que si on fait juste se fier au gouvernement ou au Conseil du patronat ou à l'Institut économique de Montréal pour une lecture de nos finances publiques, de la dette, de l'endettement, bien, on a une vision qui est complètement tronquée, là, à mon avis. Il faut faire beaucoup de déconstruction. Et enfin, stratégie réseautage, on réunit beaucoup de groupes, on a des discussions, on réfléchit, on fait des séminaires, donc c'est un lieu où on fait vivre beaucoup. Ça nous fait partie pour nous des responsabilités d'un think tank. Je
je ne vais pas manquer de temps. Je veux juste être sûr que je suis correct sur mon temps. Safa, j'ai oublié de partir mon chronomètre comme je le fais toujours. Donc, on est 1h30, on a encore une quinzaine de minutes à peu près, non? Oui, facilement. Je ne me trompe pas si je dis ça. Oui, c'est bon, Guillaume. Parfait, merci. Donc, je passe très vite sur les chiffres. Une équipe de 8 personnes, plus de 200 publications depuis une vingtaine d'années, 5 livres. On a fait aussi, on publie 2 billets de blog par semaine, donc ça en fait beaucoup. Donc, je pense que c'est parfait. Et je nous amène directement sur peut-être la partie la plus intéressante de ma réflexion, c'est comment on applique ce que je viens de présenter, un rôle de think tank, à la question de l'antiracisme. Sur l'antiracisme, on peut dire que les mouvements sociaux au Québec sont un peu en retard. On pourrait, puis ça serait vraiment assez intéressant, en fait, à un moment donné, de réfléchir un peu plus sur le pourquoi du retard des mouvements sociaux au Québec sur la question de l'antiracisme. On pourrait probablement des bonnes et des mauvaises raisons. Mon but, c'est pas d'aller loin là-dedans, mais le fait est que c'est indéniable. Si on se compare à ce qui s'est passé, ce qui passait des fois dans le reste du Canada, aux États-Unis, sur certains enjeux, disons que les thèmes étaient moins présents qu'ailleurs. Donc, quand je dis que les risques, c'est le think tank que se sont donnés les mouvements sociaux québécois, ben c'est les mouvements sociaux québécois qui étaient organisés, forts et présents, je dirais, dans le mainstream, qui ont été les plus influents dans le développement des risques. Donc, le mouvement communautaire, féministe, syndical, écologiste, étudiant. C'est eux vraiment qui sont qui vont le plus pousser pour que l'IRIS existe. Évidemment, l'IRIS, après ça, a son autonomie, la crédibilité de la recherche dépend de son autonomie. Mais nos partenaires, les gens avec qui on parle, avec qui on échange, avec qui on regarde ce qui s'en vient dans la conjoncture politique, économique, etc., c'est eux. Et l'antiracisme, il n'était pas là. Donc, on a certainement notre part de responsabilité là-dedans, mais c'est aussi le reflet de ce qu'étaient les mouvements sociaux québécois à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose après la mort de Freddy Villalobos à Montréal-Nord, la création de Montréal-Nord République, la création de Woodstock. En fait, j'ai un pied, voire les deux, dans tout ça. Donc, je connais bien ce qui s'est passé là-bas, mais ça a pris un texte de Mostafa Noé du Centre des travailleurs immigrants pour la première fois que je voyais formulé comme ça, où on expliquait selon Mostafa, c'était un moment un peu fondateur du côté, surtout francophone, en fait, au Québec, où le mouvement antiraciste a commencé à s'implanter plus durablement et de façon un peu plus massive ou un peu plus mainstream au Québec. Parce qu'évidemment, des luttes contre le racisme, il y en a depuis des décennies. Ça, comprenez-moi bien, il y a toujours des gens qui se sont battus sur des enjeux de racisme. D'avoir un mouvement qui devient aussi central dans l'espace public québécois, je pense qu'effectivement, il se passe quelque chose à partir de la création de MNR puis de Woodstock. Et donc, je pense qu'on le voit apparaître à plusieurs égards au Québec. Je pense qu'on voit en fait un mouvement qui devient de plus en plus mature, de plus en plus présent, de plus en plus incontournable, qui force de plus en plus des prises de position politiques. Donc, dans mon mémoire de maîtrise, c'est ce sur quoi j'avais travaillé. Donc, je pense que c'est la première fois que je me cite dans une de mes propres présentations. Je l'ai profité parce que je n'ai pas souvent l'occasion de parler de ça. Mais j'ai pris, c'est un travail que j'ai fait à partir du cas de la culture hip-hop. Je me suis inspiré de ce phénomène artistique pour essayer de voir comment, à travers les phénomènes culturels, on pouvait voir les phénomènes, ultimement, une nouvelle identité qui se crée, éventuellement une mouvance politique qui se construit sur tout ça. Mon but, c'est pas de parler tellement de théorie, là. Je n'aurais pas la prétention de dire que c'est que ça devrait nous guider d'une quelconque façon, mais je pense, par exemple, que ce qui se vérifie, qui s'observe avec le mouvement antiraciste, c'est qu'on voit la construction, le côté de plus en plus mature. Et évidemment, c'est un mouvement qui fait des gains ou qui doit faire des gains, qui doit continuer de faire des gains, éventuellement institutionnaliser des gains, je vais vous le dire, transformer les politiques publiques. À partir du moment qu'on transforme la société, on finit par transformer les institutions qui transforment elles aussi la société. Et ça, pour y parvenir, il y a plusieurs ingrédients, mais la recherche s'en est. D'avoir des chiffres, d'avoir des données, d'avoir des études, ça fait partie de ce qui permet à un mouvement qui, à une époque, pouvait faire davantage ce que j'appellerais l'agitation, sans connotation négative, très marginale, capter l'attention. À un moment donné, quand on passe pour se rendre à l'étape de transformer vraiment nos institutions, ce qui
qui est la façon d'assurer le changement le plus durable à long terme, ben, la recherche doit intervenir. En quelque part, il faut être assis sur des études, sur des chiffres, sur du contenu. C'est celui-là qui nous permet de remporter des batailles importantes. Et je pourrais citer là-dessus l'exemple du mouvement étudiant. L'IRIS, quand on s'est développé, en fait, quand moi, je suis arrivé à l'IRIS il y a une quinzaine d'années, un peu après, on a accompagné, disons, le mouvement étudiant qui a fini par donner le printemps étudiant de 2012. C'est un mouvement qui est étudiant. Hein. C'est pas nous qui avons fait le mouvement, là. Notre rôle est secondaire. Mais on a vu, par exemple, dans ce mouvement-là, comment le rôle de la recherche, la production de chiffres, la déconstruction de l'argumentaire gouvernemental, notamment sur les chiffres qui nous amenaient, était fondamentale. Parce qu'on peut faire une bataille, il faut qu'il y ait les principes qui guident une bataille, mais pour occuper le centre, pour convaincre un large éventail de la population, ça prend aussi, dans certains cas, l'argumentaire économique plus technique, une partie de la population qui va répondre à ça. Et je sais que les contributions de l'IRIS au mouvement étudiant en 2011, qui est devenu 2012, ben, ont été un ingrédient fondamental de comment est-ce que la lutte a pu monter. Donc, je souhaite la même chose pour le mouvement antiraciste désormais. C'est exactement ça, je pense, qui est tout à fait à la portée du mouvement antiraciste. Et donc, bon, puis des fois, je me permets cette métaphore militaire pour la lutte idéologique. Je dis que les think tanks produisent un peu des munitions pour la lutte idéologique. Je pense que c'est là qu'on est rendu et donc l'observatoire, la proposition, elle est tout à fait mûre. Dernier point que j'amène avant de donner la parole à Wissam, c'est qu'un des indices aussi de la force, de la maturation du mouvement antiraciste, elle se voit, à mon avis, dans sa diversification aussi. À partir du moment qu'un mouvement devient de plus en plus large, ben, on voit des courants qui apparaissent aussi. Il serait agréable qu'au Québec, on n'ait pas seulement, je pense que c'est déjà pas le cas, un antiraciste qui soit libéral. Hein. Ce qu'on veut, c'est pas, je pense que je vais pas m'étendre là-dessus, hein, mais ce qu'on veut, c'est un projet qui est davantage aligné à la question de la justice sociale. Ce qu'on veut, c'est pas se battre pour rajouter des personnes racistes racisées au sommet d'un système injuste. Hein. Ce qu'on veut, c'est un système plus juste tout court. C'est là peut-être la distinction. Et je pense que c'est un enjeu qui va devenir de plus en plus important dans les prochaines années. Je pense qu'on voit de plus en plus des courants qui s'affermissent. C'est positif, ça montre la force que prend le mouvement, mais ça va soulever un certain nombre de questions sur comment est-ce qu'on oriente les batailles. Comment est-ce que, par exemple, on ne perd jamais de vue la question des inégalités sociales à travers les luttes là, pour l'émancipation. Donc, on les garde connectés. Ça nous ramène un peu à l'idée de l'intersectionnalité, cela dit. Donc, pour montrer de quelle façon le type de travail qu'on fait et montrer un peu le genre de choses qu'on voudrait démultiplier, ben, je passerai la parole à Wissam, qui va nous parler un peu de la question de l'employabilité, qui est un terme parmi d'autres là, sur lesquels on a travaillé. Merci beaucoup, Guillaume, et merci aux panélistes, aux organisateurs, aux traducteurs et à toutes les personnes qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut tous s'entendre sur le fait qu'on a eu une année assez mouvementée, puisque la pandémie est évidemment venue bousculer notre quotidien à différents degrés. On a beaucoup parlé dans la dernière année de santé, évidemment. On a beaucoup parlé d'éducation. On a beaucoup parlé d'inégalités aussi, des inégalités qui ont été exacerbées par la crise sanitaire. Mais on a aussi parlé du mouvement Black Lives Matter suite à la mort tragique de George Floyd à Minneapolis l'été dernier. Donc, le gouvernement caquiste fait plusieurs interventions publiques depuis le début de la pandémie pour parler, oui, de la COVID et de la santé publique, mais aussi pour parler d'autres sujets d'actualité. Puis, j'imagine que vous vous rappelez tous et toutes qu'au mois d'octobre passé, le premier ministre François Legault a refusé de reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec. Il a dit, et je cite, que ce serait une erreur de se mettre à dos une bonne partie des Québécois qui pensent qu'il n'y a pas de système de racisme au Québec. Donc, ce serait une erreur de dire qu'il y a du racisme systémique au Québec parce qu'on pourrait potentiellement se mettre à dos une partie des Québécois qui pensent que ce système n'existe pas.
La non-reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement au pouvoir, comme l'a mentionné plus tôt Viceo, c'est une des raisons parmi d'autres qui justifie le besoin d'avoir justement un think tank qui se penche sur cet enjeu au Québec. Se doter d'un centre de recherche et de réflexion sur le rôle du racisme systémique dans les sphères politiques, sociales, économiques permettrait justement, comme le mentionnait Guillaume, de se munir d'un argumentaire solide pour combattre ce système. L'analyse des conséquences du racisme et les propositions concrètes qui peuvent en émaner permettraient justement de défier ce système qui affecte plusieurs facettes de la vie des gens qui le subissent. Donc, au Québec, il y a près d'une personne sur 5 qui vit sous le seuil du revenu viable. Et là, je fais une petite parenthèse. Le revenu viable, c'est un indicateur qui a été développé par l'IRIS en 2015, qui tient compte à la fois du coût de la vie et des spécificités régionales qui permettraient d'atteindre des seuils de sortie de la pauvreté qui sont réalistes. Donc, c'est un indicateur qui est mis à jour annuellement depuis 2015. Donc, on a dit qu'il y a une personne sur 5 qui vit sous le seuil du revenu viable au Québec. Puis lorsqu'on regarde les données de plus près, lorsqu'on examine la situation de plus près, la situation économique des individus qui composent la société québécoise, on s'aperçoit, entre autres, qu'il y a un écart substantiel entre les personnes racisées et les personnes non racisées. Donc, le revenu total, comme on peut le voir à l'écran, le revenu total moyen des personnes racisées s'élève à peu près à 30 000 $, ce qui est beaucoup plus bas que celui des personnes non racisées, qui est évalué à près de 45 000 $. Et puis, lorsqu'on dissèque davantage les données, on constate que ce sont les femmes racisées qui se distinguent malheureusement du lot, avec un revenu total moyen de près de 28 000 $. Et je tiens à préciser, parce que je pense que c'est important, il y a des gens qui souvent vont dire « Ah, mais c'est probablement parce qu'ils n'ont pas de diplôme ou ils n'ont pas les qualifications », mais je tiens à préciser que ce n'est pas le cas. La scolarisation, ce n'est pas un facteur qui permet d'expliquer ces écarts, puisque pour prendre l'exemple des femmes racisées, elles sont plus susceptibles que les femmes non racisées d'avoir complété un diplôme universitaire. On parle de 39,7 % des femmes racisées contre 27,1 % des femmes non racisées qui auraient complété un diplôme universitaire, et ce sont des données qui ont été compilées par Statistique Canada. On pourrait passer au prochain graphique. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer ces écarts, dont la non-reconnaissance des diplômes étrangers et la baisse du rendement de l'expérience de travail à l'étranger. Les personnes issues de l'immigration sont désavantagées en termes de participation au marché du travail, tant sur le plan de la qualité de l'emploi que de la quantité, donc le taux d'emploi, et encore plus, c'est toujours plus visible quand on regarde les résultats pour les femmes qui sont issues de l'immigration. Donc, elles se retrouvent toujours à se distinguer du lot quand on fait la distinction entre hommes-femmes et personnes racisées, personnes non racisées. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas la scolarité qui peut servir d'élément d'explication pour ces écarts. Au contraire, les personnes qui sont issues de l'immigration, les personnes racisées, peinent à faire reconnaître leur diplôme, alors que le niveau de scolarité augmente d'année en année. Donc, elles ont obtenu un certificat ou un diplôme ou un grade postsecondaire. Les taux de chômage des personnes issues de l'immigration sont plus élevés que le taux de chômage des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Et puis, comme on peut le constater à l'écran, le graphique qui vous est présenté, ces difficultés sont beaucoup plus grandes au Québec que dans le reste du Canada. C'est chez nous, au Québec, qu'on retrouve l'écart le plus élevé au pays entre le taux de chômage des personnes racisées, des personnes issues de l'immigration, contre celui des personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Et il y a trois barres à l'écran par province et pour l'ensemble du Canada. Donc, celle qui est en noir représente les personnes qui ne sont pas issues de l'immigration. Celle qui est en gris foncé représente les personnes issues de l'immigration qui ont obtenu leur diplôme au Canada.
et celle qui est en gris pâle représente les personnes issues de l'immigration qui ont obtenu leur diplôme à l'extérieur du pays. Donc, je pense que ça en dit quand même beaucoup parce que même pour les personnes qui ont été diplômées ici au Canada, il y a un taux de chômage qui est plus élevé si on compare aux personnes qui ne sont les personnes racisées versus les personnes non racisées. En 2012, il y a 9 ans déjà, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a mesuré la discrimination à l'embauche subie par les minorités racisées, spécifiquement dans la ville de Montréal. Puis ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a bel et bien discrimination à l'embauche sur la base de l'origine, de la race ou de la couleur du ou de la candidate. Et puis ça, évidemment, ça a pour effet de priver la personne ou les groupes de personnes qui sont visés. Ça a pour effet de les priver des mêmes chances que d'autres candidats d'être évalués sur la seule base de leurs qualifications, de leurs compétences et de leurs expériences pertinentes. Donc, la discrimination directe à caractère raciste, c'est un enjeu qui affecte aussi l'employabilité des personnes racisées dans l'ensemble du Canada et le Québec ne fait pas exception à la règle, comme on le voit. Il y a plusieurs études, en fait, qui se sont intéressées à la discrimination à l'embauche et qui ont démontré que le nom, par exemple, qui apparaît sur le CV d'une personne a une incidence sur la probabilité que cette personne obtienne un emploi au Québec. Les personnes qui ont des noms à consonance africaine, arabe ou latino-américaine, par exemple, subissent un traitement différentiel et discriminatoire, même lorsqu'elles ont les mêmes qualifications que les candidats qui ont des noms natifs, entre guillemets. Puis c'est quand même surprenant lorsqu'on prend en considération le fait que depuis 1996, le Québec sélectionne des immigrants dans la catégorie de travailleurs qualifiés sur la base de critères qui sont conçus pour favoriser la sélection des candidats les plus susceptibles de connaître une intégration réussie à la société québécoise, en particulier sur le plan socio-économique. Donc, je vais pas d'en mettre davantage. Je pense que j'ai fait un portrait assez général là, qui montre quelques enjeux qui affectent l'employabilité pour les personnes racisées au Québec. Et puis, ça a été mentionné, mais je réitère l'importance d'un institut de recherche comme l'Observatoire qui pourra justement contribuer à la production d'analyses et à des propositions, des solutions pour répondre à ce système qui est le racisme systémique. Donc, l'Observatoire pourra élargir la réflexion sur le racisme systémique, produire des recherches. Et puis, tu sais, moi, quand je cherchais mes données, je me suis aussi basée sur des recherches, plusieurs recherches qui ont été faites par l'IRIS, mais aussi d'autres recherches. Et puis, les données ne sont pas très récentes, donc je pense que ça aussi, ça va venir nous aider à avoir un portrait plus réaliste de la situation actuelle au Québec en lien avec l'employabilité des personnes racisées, mais potentiellement, éventuellement, d'autres sujets qui découlent du racisme systémique. Et puis, pour conclure, avant de passer la parole à Safa, j'aimerais attirer votre attention sur un site Internet que je vais vous partager dans le chat dans quelques instants. C'est le www.études, avec un S, racismeqc.ca, sur lequel vous et vos collègues pourrez aller déposer des études scientifiques et des rapports de recherche qui portent sur le racisme systémique au Québec. L'objectif, c'est de centraliser les données pour faciliter une prise de conscience sur le racisme systémique qui existe au Québec et qui mène à des inégalités pour les groupes racisés. Là, on a parlé d'emploi et de revenus, mais il y a aussi l'habitation, il y a aussi l'éducation, il y a la justice et la santé, bien sûr. Donc, je vous invite à faire cet exercice pour ceux et celles qui ont des ressources intéressantes et on peut aller les déposer sur ce site et s'y référer par la suite. Puis, pareillement, je vous invite aussi à faire un tour sur le site de l'IRIS. La plupart des données que je vous ai présentées aujourd'hui proviennent de documents de recherche qui ont été faites par les chercheurs de l'Institut. Et donc, vous pouvez aller regarder plus en détail les données et les conclusions de ces recherches. Et donc, oui, je vais mettre le site dans le chat. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Wissam. Là, maintenant, merci beaucoup vraiment à tous les panélistes aujourd'hui. On va passer maintenant à la période de questions. On a déjà maintenant deux questions. En fait, la première question, ça vient de Dulce Maria Viva. Elle pose la question, en tant que personne immigrante et racisée, comment puis-je travailler, aider et apporter un changement à cette discrimination structurelle? Donc, je pense que c'est une discussion large et je ne sais pas qui pourrait répondre à cette question, pourrait se lancer pour répondre. Oui. Je crois que, enfin, je vais me lancer. C'est une question, comme tu le dis, assez générale. Et donc, moi, je dirais que la première des choses qu'une personne migrante peut faire ou racisée peut faire, c'est de connaître quand même ses droits. D'accord? De connaître un peu ses droits, de savoir comment les défendre à tout bout de champ. D'accord? Le premier constat qu'on fait souvent, c'est que ne connaissant pas nos droits, en tant qu'immigrants ou population racisée, on n'a pas tendance à affronter les difficultés ou à affronter les racismes dont on est victime. D'accord? Donc, on a peur. Je crois que défendre ses droits, affirmer qu'on est ici en tant que Québécois aussi, doit être fondamentalement la première des choses à faire. D'accord? Donc, ce n'est pas une question, enfin, ce n'est pas un débat scientifique, mais je crois que la connaissance des droits des personnes racisées doit être, et de comprendre que leur apport est essentiel à la société, est capital pour qu'ils puissent se développer correctement et apporter une contribution dans ce débat-là. D'accord? Cesser de croire qu'on n'a pas quelque chose à apporter, doit être la première des choses à s'affranchir d'eux. Merci. Oui, merci beaucoup, Visayo. Certainement, et c'est là où s'inscrit également aussi le projet pour montrer aussi où on se situe en tant que personne immigrante, racisée ou autre, dans ces paramètres, et que finalement, il suffit pas vraiment d'être, c'est pas une simple expérience vécue de façon individuelle, déconnectée de toute une réalité systémique. Donc, je pense que c'est là aussi le rôle de ce genre de projet. Je ne sais pas s'il y a d'autres réponses ou on peut passer à une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Wissam ou Guillaume, est-ce que vous avez... c'est bon. En tout cas, la deuxième question, c'est directement pour Guillaume. Ça vient de Féroce Mahdi et c'est une question, comment poursuivre ce combat pour la dignité et l'équité raciale dans l'emploi et dans tout autre domaine, bien évidemment, de la société, avec des forces progressistes et devant le risque de la politique identitaire du populisme de droite? Je dirais deux choses. La première, c'est que ça doit justement continuer à être une forme de front. Je ne sais pas comment je devrais le formuler là, c'est-à-dire que le syndicalisme, par exemple, doit être antiracisme et l'antiracisme doit être syndical. On pourrait faire le même parallèle avec le communautaire, avec l'écologie, avec le féminisme, avec même, je dirais, le mouvement étudiant, qui est toujours une force de changement importante. Donc, tout ça doit travailler ensemble. Je dirais que c'est la première chose, tant qu'il existe des liens qui sont forts, que ces groupes-là avancent ensemble. C'est plus d'efforts, évidemment, de mettre beaucoup de là, ça prend un peu plus de temps d'avancer ensemble, mais c'est beaucoup plus durable le changement qu'on peut atteindre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est prendre acte, je dirais, en fait, c'est d'être plus ambitieux. D'être plus ambitieux parce qu'il y a un espace qui est ouvert devant nous. Une chose que je me retrouve à répéter souvent pour comprendre l'espace qui s'offre à nous présentement, là, je dis un nous de progressistes, de gens qui sont favorables à la justice sociale, c'est quand l'IRIS a été créé en 2000, on répondait à ce qu'on appelait la pensée unique. C'était le nom qu'on donnait beaucoup au néolibéralisme au tournant des années 2000. La pensée unique, pourquoi? Parce qu'elle était archi-dominante. Elle dominait l'espace, elle dominait entièrement les institutions publiques. Elle était omniprésente dans tous les partis politiques de gauche et de droite. Il restait plus grand-chose dans l'horizon en fait, c'était seulement dans les marges qu'il y avait des groupes qui étaient encore capables de contester les néolibéralismes. Même les partis anciennement sociaux-démocrates étaient rendus
sociolibéraux influencés par Tony Blair, et donc une espèce de néolibéralisme de gauche. Donc, quand l'IRIS apparaît en 2000, on a l'impression d'être devant un bulldozer. On a l'impression d'être devant une pensée unique. 20 ans plus tard, ce n'est plus la même chose. 20 ans plus tard, ce n'est plus du tout la même chose. Le monde a changé et depuis la dernière crise économique en particulier, on se retrouve dans un monde où il y a des idéologies ou des idées ou des courants en compétition. Hein, on l'a vu, le discours même anti-néolibéral est utilisé par des forces réactionnaires de droite, conservatrices, xénophobes, contre le libéralisme. Hein, je dirais qu'il y a une plus grande diversité de points de vue et que la possibilité pour nous, c'est une opportunité, je pense, pour nous qui valorisons davantage la démocratie, la solidarité, la justice sociale, il y a une possibilité d'être beaucoup plus affirmé dans nos positions. Un exemple très clair pour terminer, c'est sur la question du capitalisme. En 2000, c'était à peu près impossible de critiquer l'économie capitaliste sans avoir de l'air d'être un extrémiste, d'avoir de l'air d'être fou, d'avoir de l'air d'être un communiste nostalgique de l'Union soviétique, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est à nouveau possible de critiquer le capitalisme sans avoir de l'air d'être complètement dépassé. En fait, d'être critiquer le capitalisme parce qu'on justement pense à l'avenir de l'humanité, l'avenir des écosystèmes, qu'on lutte contre les inégalités, qu'on pense à des milieux de travail qui soient plus humains. C'est tout à fait possible d'associer ça publiquement à une critique du capitalisme. Donc, bref, deux choses que je voyais. La première, c'est de travailler en coalition, continuer à avoir cette approche-là. Et deuxièmement, d'être un peu plus affirmé, d'être plus clair dans notre propos et de ne pas hésiter à dénoncer un système comme le capitalisme, par exemple. Merci beaucoup, Guillaume. Oui, c'est clair que s'organiser, ça aide beaucoup mieux à lutter et s'affirmer surtout. Une troisième question, ça vient de Nicolas Chevalier, c'est l'Observatoire et l'IRIS vont-elles suivre les recherches et les consultations du comité d'experts sur la reconnaissance de la liberté académique et construire un contre-narratif? Peut-être on commencerait par l'IRIS par rapport à cette question. Et on n'a pas de réflexion du tout par rapport à ça. En fait, c'est moins notre. La réponse vite, on n'a pas réfléchi si on allait embarquer dans ce débat-là. On n'a pas réfléchi du tout. Donc, je vais laisser d'autres répondre. Okay. En tout cas, concernant, c'est clair, je ne sais pas Viséo, mais en tout cas, clairement, pour l'Observatoire, non, pour le moment, certainement, il y a comme des axes qui ont été choisis prioritaires et là, l'emploi, ça sera vraiment l'axe prioritaire à analyser, à étudier et à produire aussi plus de recherches qui seraient cohérentes et surtout accessibles à tout le monde. Mais c'est clair que ça ne sera pas uniquement le seul axe à travailler en ce moment, mais c'est clairement en considérant aussi les réalités financières, c'est ce qu'on est capable de faire en ce moment. Il y aura certainement d'autres axes qui seront développés au fur et à mesure de l'évolution du projet. C'est un projet qui vient d'être créé et aujourd'hui, c'est le lancement, disons, officiel et on commence un premier pas. Voilà. Je dirais ça pas, puisque c'est quand même une bonne question, d'accord, et qu'il faut animer le débat là aussi, dans ce domaine-là. Parce que si les recherches sont produites dans les universités, il va falloir aussi regarder dans les universités ces questions-là, d'accord, et donc de pouvoir créer, si possible, un contre-narratif, pourquoi pas, et animer le débat. Parce que le débat ne peut pas être à sens unique, ok? Certainement. Pour le moment, on n'a pas, dans les axes de recherche que nous avons prévus, on n'a pas développé d'axes dans ce domaine-là, mais il se peut que les analyses que nous aurons amenées à faire à travers les données digitales peuvent nous apporter des informations assez intéressantes sur tout ce discours-là, ce débat qui se fait dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de publications qui sont laissées sur les pages Facebook des gens et donc sur les réseaux qu'on peut analyser pour comprendre un peu comment est-ce que la société civile comprend aussi ces enjeux-là qui peuvent être intéressants. Donc, les questions sur la liberté académique et sur les questions sur la protection des droits des individus racisés est assez importante dans ce débat-là. Donc,
même si ce n'est pas le but de l'IRIS ou de l'Observatoire, il ne faut pas qu'on perde de vue que ce débat-là va avoir des répercussions assez importantes dans notre société. Et donc, il ne faut pas que ce soit un débat qui soit à sens unique uniquement. Certainement, merci beaucoup. Il y a en fait, oui, il y a d'autres questions qui se rajoutent. Il y a une question de Anne Latendresse. En fait, elle dit que je n'ai pas regardé les données statistiques, mais dans les représentations que nous avons eues du marché de l'emploi, nous voyons des secteurs d'activité ou des types d'emplois où il y aurait peut-être des concentrations de travailleurs et travailleuses racisées. Allez-vous tenter de les mettre en lumière, car ces concentrations, par exemple, les femmes d'origine haïtienne comme infirmières ou préposées aux bénéficiaires, ou les femmes d'origine travaillent dans les CPE, etc. Ces concentrations, entre guillemets, évoquent aussi des réalités qui peuvent certainement parler de racisme. Donc, peut-être, je ne sais pas, Wissam ou Viceyou, en tout cas, Guillaume. Ben, moi, je dirais simplement que oui, c'est super pertinent. Moi, ça me frappe toujours de voir à quel point c'est peu, disons, quand on voit la réalité, on voit au niveau du discours ou de la recherche ou du travail qui est rendu, des chiffres il y a un décalage, en fait. Il y a clairement un décalage et ça, c'est clairement un endroit où de la recherche bien faite qui a un bon rayonnement est capable de réduire un peu ce décalage-là. Donc oui, moi, en particulier, on le voyait, par exemple, dans les chiffres de la démographie de Montréal-Nord. C'est assez impressionnant le pourcentage des travailleurs et des travailleuses, on va dire, de Montréal-Nord qui travaillent dans le monde de la santé et des services sociaux. Et donc, on sait que la population de Montréal-Nord est beaucoup de diversité, beaucoup de personnes racisées qui habitent Montréal-Nord. On l'associe souvent à la communauté haïtienne, mais c'est pas seulement la communauté haïtienne, Montréal-Nord. Et donc, je pense que, moi, en tout cas, ça me frappe. Et oui, il y aurait définitivement un travail à faire là. Moi, je trouve que c'est une piste qui est vraiment super intéressante. En fait, c'est clairement que la question sur l'emploi seul ne suffit pas. Le fait de poser la question de savoir si la personne travaille ou pas n'est pas le seul indicateur pour mesurer la discrimination. Il faut aller en profondeur sur le souhait que les gens ont de l'emploi qu'ils occupent, sur le type d'emploi que ces gens-là occupent pour voir un peu les différences et comprendre davantage ces choses. Donc, c'est dans ce sens-là que je crois que quand nous parlons dans le cadre des études que nous allons mener, des études secondaires, des données, c'est d'aller regarder plus près ces informations-là, qui ne sont pas souvent sur la place publique, d'accord? Des analyses plus détaillées sur les types d'emploi que les gens occupent, sur les heures de travail aussi, d'accord? Il se peut que les immigrants soient plus en train de travailler pendant la nuit que pendant les jours. Donc, toutes ces questions-là, tous ces éléments d'affinement sont importants à aller regarder, à faire ressortir. Donc, c'est assez pertinent comme question, c'est ça qui va être fait, je crois, dans la mesure de nos possibilités, dans le cadre de cet observatoire. Merci Guillaume et Viceyou. Il y a une autre question de la part d'André Frappier. Est-ce que le racisme montant envers les populations d'origine asiatique à cause de la pandémie ou des affrontements impérialistes actuels fait aussi partie de cette étude? Je peux dire un mot là-dessus parce que je trouve que c'est une question qui est fascinante, que l'IRIS n'a jamais touché, là, même pas proche qu'on a pensé d'aborder cette question-là, mais j'ai plusieurs amis qui ont attiré mon attention là-dessus et qui m'ont amené à lire notamment un type comme Arun Kunneni, qui est un Britannique qui a écrit notamment un livre qui est excellent, qui s'appelle The Muslims Are Coming, qui fait le lien, en fait, qui montre à quel point il y a un lien inextricable entre le racisme localement et l'impérialisme. Et j'ai compris à partir de ce moment-là à quel point, effectivement, le lien devait être fait. Donc, je n'oserais pas comme l'étirer comme ça à l'aveuglette sur les populations d'origine asiatique, mais en fait, je serais vraiment surpris. Je pense que l'hypothèse est assez forte. Est-ce que ça pourrait faire partie du travail d'un observatoire? Peut-être bien, en fait. Franchement, honnêtement, une bonne idée, c'est une bonne piste. Je trouve encore là. Oui, certainement. Certainement.
il y a beaucoup de pistes à explorer. C'est que souvent, parce qu'une des constats que j'ai fait à l'IRIS, c'est que souvent les questions internationales sont beaucoup plus difficiles à traiter. C'est beaucoup plus difficile d'attirer, même le libre-échange. Alors que le libre-échange a un impact fondamental sur nos vies. Tous les biais qu'on a publiés au fil du temps sur le libre-échange suscitaient à peu près aucun intérêt. C'est vraiment, ça m'a toujours frappé et déçu. Donc, mais bon, ça ne veut pas dire que ça va marcher, que ça va jamais marcher, puis qu'il ne faut pas continuer d'essayer, évidemment. Bien, merci beaucoup, Guillaume. Et c'est clair que la dimension internationale et surtout que l'Observatoire a été aussi créé par Alternative, qui est un organisme de solidarité internationale. Je pense que certainement la dimension internationale faudrait qu'elle soit présente parce que, on le veuille ou pas, ce sont des dynamiques internationales qui impactent et réajustent un peu ce qui se passe au niveau local. Donc, parfois, c'est important peut-être de faire de ces connexions. Là, en fait, il ne nous reste pas beaucoup de temps et on a encore des questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser 2 questions ensemble et je vous laisserai répondre. Il y a 2 questions de la part, il y a une question en tout cas de la part de Léonard Bacol. Il dit les Premières Nations du Québec et du Canada ont été confrontées au racisme institutionnel et au pire depuis le début de la colonisation. Iris voit-il ce racisme en déroute profonde, celui auquel face les autres Québécois racialisés, et comment les chercheurs de Premières Nations sont-ils intégrés à l'équipe de l'IRIS? Une autre question de Pierre Tircher. Ferez-vous du plaidoyer pour certains types d'interventions, institutions, pour régler les inégalités que vous ne manquerez pas d'observer? Je pense par exemple à la bonification des programmes d'accès à l'égalité. Je suggère les travaux de Marie-Thérèse Chicha à cet égard, et ou en général la promotion des affirmations, des affirmatives actions, discriminatives positives, ce qu'on veut dire. Donc voilà, je vous laisse répondre. Ben, j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais faire juste une réponse rapidement sur la question de l'IRIS, sur la question des personnes autochtones ou Premières Nations. On a traité des enjeux dans quelques publications. On a dans nos séries sur les inégalités, on l'a appliqué à un moment donné sur la question des Autochtones, mais en termes de démarche de travail, là, j'avoue qu'on est loin. On n'est pas encore rendu à une démarche où on aurait avec nous des chercheuses des Premières Nations. On avait eu quelques échanges avec une chercheure autochtone, en fait, ou à 2 reprises, en fait, mais c'est des collaborations qui se sont finalement pas matérialisées. Ouais, ça va venir. L'autre point faible de l'IRIS là-dessus, je veux dire, dans le réseau, on finit par avoir cette préoccupation-là, on finit par avoir des personnes. Dans l'équipe comme telle au quotidien d'IRIS, c'est un problème qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire c'est une petite équipe qui n'a pas beaucoup de roulement, donc ça limite aussi des fois notre capacité d'intégrer disons, faire évoluer aussi rapidement qu'on voudrait la composition de l'équipe de travail. Mais c'est un enjeu qui est incontournable. Merci Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres... Il y a une autre question plus par rapport à l'Observatoire concernant les plaidoyers. Est-ce que Viceo, tu aimerais... Je crois que les études que nous serons amenés à mener vont apporter beaucoup d'informations et donc à susciter du débat au sein de la société. Donc, à faire du plaidoyer. Nous, en tant que chercheurs de l'université, on ne va pas le faire, probablement pas, mais on va mettre l'éclairage, on va apporter l'information crédible sur la place publique pour que le débat soit mené. Et donc, je crois que c'est plus à Safa et ses collègues alternatives de faire le plaidoyer auprès des institutions, auprès de nos élus, pour que l'information crédible soit apportée, que les changements soient apportés. Donc, nous, dans le cadre de ce travail-là, on va faire beaucoup de recherches, on va faire beaucoup d'approfondissement de recherche pour qu'on apporte juste information pour le bon plaidoyer. Voilà.
Merci beaucoup, Fisayo. Et là, on finit avec deux dernières questions. Une question de la part de Rama Diallo. Est-ce que l'Observatoire va faire des études poussées sur les CV anonymes pour permettre aux personnes racisées d'avoir la chance de se présenter à une entrevue? Et une dernière question à toutes et à tous et à toutes. En fait, l'employabilité est un premier axe de recherche et d'analyse de ce nouvel observatoire. Quels sont, selon vous, d'autres axes prioritaires sur lesquels devrait se pencher ce nouvel observatoire? Voilà. Je ne sais pas, peut-être Viseyo, si par rapport à la question de CV anonyme, par rapport à la recherche, c'est la méthodologie. Ouais, il y a beaucoup d'études qui ont cherché à mesurer le racisme, c'est-à-dire notamment à travers les CV anonymes, on en sait déjà les résultats, les études qui sont menées ici au Québec également, d'accord. Donc, études poussées, probablement pas dans ce que nous avons prévu faire pour le moment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou bien, en tout cas, dans la recension des écrits, dans la recension de la littérature sur ce sujet-là, on sera amené à regarder ce qui a été fait à travers les CV anonymes pour comprendre, pour mesurer les discriminations raciales. D'accord? Donc, on va probablement montrer plus d'informations qu'on en a pour le moment et voir éventuellement la limite de ces études-là. D'accord? Si ça a été fait avec les normes appropriées et dans le cas où ça ne l'a pas été, de pouvoir décider d'en faire d'autres. Victor le disait avant dans sa présentation, le financement qu'on a n'est pas assez grand. Et donc, il va falloir être assez pointueux sur ce qu'on peut faire. Il ne faut pas épouser l'âge pour ne rien faire en fin de compte. Donc, les études préliminaires que nous avons prévu faire vont nous permettre de comprendre davantage le sujet pour chercher des financements additionnels pour des études encore plus approfondies. D'accord? Donc, on ne va pas pouvoir toucher tous les éléments importants. Quelqu'un demandait, est-ce qu'il n'y a que l'employabilité? Non. Wissam parlait également de questions de logement qui sont assez pertinentes pour les populations racisées. Et donc, de comprendre pourquoi est-ce que les gens vont se retrouver tous ensemble à Montréal, non, et non pas dans un autre secteur de la ville. D'accord? Donc, ces questions-là sont également centrales et sur lesquelles on peut également décider de travailler. Mais on ne peut pas aller dans toutes les directions pour le moment. Et donc, c'est de cibler l'employabilité qui est capitale pour les gens. Et plus tard, avec d'autres études, on va apporter des éclaircissements sur cette question-là. Je vais juste finir pour dire que l'étude dont je parlais au début de ma présentation, que je menais avec une collègue de l'UDM et d'autres collègues, a mesuré notamment le déplacement des populations sur le territoire, d'accord, depuis leur arrivée. Et donc, ça va nous permettre de comprendre un peu les questions de logement, les questions de lieux résidentiels, comment est-ce que ça affecte également leur participation. Et donc, cette étude-là va apporter ces informations-là. Mais dans le cas de ce que nous avons prévu faire ici, ces questions-là, probablement, ne seront pas abordées. Voilà. Merci, Viseyo. Et je pense, en tout cas, cette réponse répond aux deux questions à la fois. Bon, là, en fait, il y a une dernière question et on va vraiment fermer la période de questions. Ça, c'est une question à Wissam et Guillaume. Ça vient de la part d'Alessandra Devulski. Et elle pose une question, quelle est la relation du capital et de l'approfondissement des inégalités avec la racialisation de la société québécoise? Et est-ce que la formation d'un précariat made in Québec répond à une nécessité du capital de nos jours? Une grande question. Oui, ben, effectivement, pour clore sans aller trop loin, ben ça ramène un peu à l'idée de toujours lier la question des inégalités puis de l'économie capitaliste, hein, comment elle fonctionne, la hiérarchisation qui peut exister dans ce système-là. Un des exemples, je trouve particulièrement parlant, c'est la composition de l'immigration. Je sais qu'on parle d'immigration, on ne parle pas nécessairement de personnes racisées. Là. Il y a des catégories qu'il faut distinguer, mais n'empêche qu'une immigration en particulier de personnes racisées, c'est les travailleurs temporaires, les travailleurs migrants temporaires. On le voit, hein, les politiques du Parti conservateur au fédéral en particulier, en fait, on le voit, les courbes sont assez impressionnantes quand on regarde l'évolution du type d'immigration, entre l'immigration régulière, là, je ne sais pas le terme exact qu'il faut lui donner, et l'immigration temporaire. Et évidemment, l'immigration temporaire est associée aux travailleurs domestiques ou encore aux travailleurs agricoles.
Donc, on veut des gens qui viennent travailler un peu et les renvoyer ensuite dans leur pays. C'est orienter, aligner clairement, directement l'immigration sur les besoins de l'entreprise privée à but lucratif. Hein. C'est une immigration qui est vraiment subordonnée à des intérêts capitalistes dans ce cas-ci. Et on utilise les gens comme une marchandise jetable. Demain, on pourrait trouver probablement 1000 autres exemples de quelque chose comme ça, mais Alessandra, la question d'Alessandra a le mérite de renchérir sur l'idée que ce lien-là doit toujours être fait, ce qui va nous empêcher de reproduire un antiracisme libéral à la Barack Obama qui, ultimement, nous mène strictement à rien. Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les panélistes. Merci à tous les partenaires aussi qui ont rendu aussi ce projet possible.